Alors, avant de parler de remplissage, je voulais vous montrer rapidement de quelle façon travaille une machine à broder, qui n'est finalement qu'une machine à coudre très simplifiée, dans la mesure où s'il s'agit d'une brodeuse simple, elle n'a pas de griffe d'entraînement, elle n'a qu'une aiguille qui monte et qui descend. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, le GIF correspondant au fonctionnement. Alors, voilà. Donc on voit bien l'aiguille dans laquelle est enfilé le fil à broder jaune, la canette verte qui tourne, dans laquelle est enfilé le fil de canette vert, et puis ce système de canette est entraîné par une pièce qui tourne et qu'on appelle le crochet. Le crochet saisit le fil du haut et chaque fois où il fait un tour, il entoure le fil de canette, formant ainsi une boucle. En couture, la boucle entre les deux s'installe entre les deux épaisseurs de tissu, de telle sorte que dessus on ne voit que le fil du haut et dessous on ne voit que le fil de canette. En broderie, on utilise des fils de broderie plus précieux, plus jolis, plus brillants, et on veut surtout éviter que le fil de canette soit visible. C'est ainsi que le fil du dessus s'installe beaucoup plus profondément, se voit sur le dessous, alors que le fil de canette est beaucoup plus tendu et n'apparaît vraiment que sur le dessous. Alors je vous ai préparé un dessous de broderie pour vous montrer. Donc le fil de canette là, qui est un fil très fin, apparaît uniquement dessous et on voit bien qu'il a entraîné un peu partout le fil du dessus qui est le fil de broderie et qui déborde sur le dessous. D'ailleurs, on consomme énormément de fils de broderie. Alors pour être tendu, ce fil de canette est réglé par la tension du porte-canette. Sur les machines familiales, elles sont souvent livrées avec deux porte-canettes. Un porte-canette destiné par exemple au FSL ou à la couture pour les machines combinées, et un autre porte-canette destiné au fil de canette très fin qu'on utilise en broderie. Et ce deuxième porte-canette destiné à la broderie a une tension réglée bien plus fortement. Il n'est pas recommandé de modifier soi-même la tension du porte-canette dans la mesure où c'est une vis très courte et donc très fragile, et les actions régulières sur cette vis peuvent endommager le système. Dans tous les cas, de toute façon, un porte-canette, c'est quelque chose qui est inconsommable pour la machine à coudre, et il peut arriver qu'on ait besoin de changer ça de temps à autre. Maintenant qu'on connaît tout ça, on va pouvoir s'occuper de broderie. Et aujourd'hui, on va envisager les points de remplissage qui sont de fait des séries de points droits, de points noués, qui sont exécutés dans le tissu. Exactement, avec le principe qu'on vient de voir. La différence avec la machine à coudre, c'est que le travail qui est fait dans une machine à coudre par les griffes qui déplacent le tissu est ici exécuté par les cadres qui se déplacent avec le système de broderie que vous connaissez. Donc la première technique qu'on utilise assez fréquemment en broderie machine, c'est le remplissage automatique. Alors toute cette ligne-là, toute cette première ligne, ce sont des exemples de remplissage automatique. Alors, c'est intéressant de les voir sous cette forme parce que là, on a 6 petits carrés remplis de couleurs. Par défaut, le remplissage de couleurs, c'est un remplissage sans contour, donc rien à l'extérieur du remplissage. Et le dessin d'un remplissage, la codification d'un remplissage dans Inkscape ne présage pas du tout de la façon dont les choses seront brodées.
il faut une deuxième étape qui s'exécute dans Inkstitch, l'extension du Inkscape pour la broderie, et qui va permettre de régler les paramètres de broderie. On est bien dans une démarche de fabrication de motifs dans laquelle on s'occupe d'abord du motif et puis ensuite de son exécution. Alors je vais faire une simulation rapide. Pour l'instant, je vous montre ça avec les menus, mais vous voyez que c'est pas facile, notamment quand on n'a pas de souris comme moi, je n'en utilise pas. Il vaut mieux utiliser les raccourcis clavier. Ici, CTRL-SHIFT-L. Donc ces 6 petits carrés sont les mêmes, mais ils sont paramétrés différemment et on va voir ce qui varie de l'un à l'autre. Quand on a une simulation qui s'exécute, d'abord on peut la rendre plus rapide. Voilà. On peut visualiser les points d'aiguille, et ça c'est très intéressant. Déjà rien qu'à l'œil nu, là, on voit que ce remplissage est fait suivant une ligne à 0, par défaut l'horizontale, à 45, à 90. Là, on ne sait pas ce qui va avoir changé. Alors, pour le deviner, on va demander d'afficher les points d'aiguille. Voilà. Alors, on se rend compte que entre les 3 premiers carrés, ce qui a changé, c'est finalement la façon dont les lignes de points sont orientées. Et ce qui est resté constant, c'est la façon dont les points d'aiguille là sont décalés. Alors on va essayer de, on va le revoir sur un petit exemple. On va prendre seulement le premier carré pour recommencer. Ce sera plus net. CTRL-SHIFT-L. Maintenant qu'on connaît le raccourci. Voilà. Hop. Voilà. Les points d'aiguille. Et on s'aperçoit. Alors j'ai fait un remplissage sans sous-couche. Donc ici on a ce qu'on appelle l'espace interligne. Ici l'espace interligne était réglé à 0,40. Ce qui signifie que 2 lignes et demie, 2, 1, 2, et puis la moitié de l'autre espace en font 1 mm. Un espace à 0,20 donnera 25 donnera 4 lignes par millimètre. Et 0,25 c'est quelque chose de déjà très serré. Maintenant, je voudrais vous parler plus précisément du décalage des points d'aiguille. On constate que sur chaque ligne, les points d'aiguille se font tous les 3 mm, comme paramétré, et qu'il y a un petit décalage qui se fait de ligne en ligne. De fait, si on prend un point d'une ligne et qu'on descend 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est cette partie-là qui constitue le décalage. Alors on va le revoir sur d'autres. Je resélectionne cet ensemble. L. On retient bien que sur le premier carré, tout est bien aligné à l'horizontale. Les points de broderie. Et je vais passer maintenant en mode réaliste. Alors le mode réaliste, c'est un petit peu plus long parce que, outre le calcul des points, il faut calculer l'allure finale des motifs. Voilà. Alors on observe quelque chose d'étrange là, c'est que le rendu fait apparaître des lignes qui ne sont plus des horizontales. Le rendu fait apparaître les piqûres d'aiguille. Et les piqûres d'aiguille décalées de 4, c'est une ligne qui a un petit angle avec l'horizontale. Ici, on était à 45 degrés, toujours un décalage de 4. Et le décalage apparent, et la ligne de piqûre apparente, ça n'est pas les 45 degrés, mais c'est les 45 plus ce qui est créé par le décalage. Idem sur le vertical. Je continue sur les suivants. Sur cet échantillon-là, j'ai mis un décalage à 2.
C'est-à-dire qu'on change de... Finalement, tous les 2 rangs, on reprend au rang précédent. Donc ça fait quelque chose d'un tout petit peu plus régulier. En tout cas, on n'a plus cet aspect côtelé. Et par contre, là, avec un décalage à 1, tous les points de piqûre sont strictement alignés. Je vous ai fait une autre proposition qui, ici, joue sur l'interligne. L'interligne est un peu plus grand, autant sur la couche que la sous-couche que j'ai réinstallée. Donc le point de remplissage de base permet déjà pas mal de variétés. Et là, je ne vous ai pas tout présenté. Il faut faire des essais, jouer donc sur les espacements entre les lignes, jouer sur les décalages, éventuellement les sous-couches, si on en met, et si on les écarte beaucoup. Alors là, je voulais attirer votre attention sur un autre phénomène. C'est l'étirement des points. Je n'en ai pas parlé là, j'en parle rapidement ici. Quand on brode donc une série de lignes droites. C'est comme si on exécutait des lignes droites en parallèle sur un tissu. Et quand on exécute plusieurs lignes droites de couture, ça a tendance à resserrer le tissu. Alors, je vais vous donner d'une part, et d'autre part, ces lignes droites, pour atteindre bien les bords, on est obligé d'avoir une variété de points. Alors, je vais paramétrer ce premier motif. Je vais lui enlever la sous-couche pour que les choses soient plus claires. Pas de sous-couche de remplissage. Voilà, je garde seulement le point. Donc mon remplissage, là, s'effectue en 733 points, avec un espacement entre les rangées de 0,25. La forme suivante est paramétrée. CTRL-SHIFT-P désormais. La forme suivante est paramétrée de la même façon, sauf que je vais mettre... Non, il faut quand même d'abord que j'enlève la sous-couche pour être vraiment pareil. Pour l'instant, on a un angle des lignes à 85. Je vais le mettre à 70. Vous comprendrez ensuite pourquoi. Ça commence. Donc on voit que j'étais à plus de 700 quand j'étais en horizontal, plus de 600 quand j'étais à 85. Je descends au-dessous de 600 et je pense que si je vais vers 65, je devrais encore réduire le nombre de points. C'est pas énorme. Donc 60, 585, allez, 50. C'est pas vraiment du pifomètre. 50. On va voir comment on peut s'en tâtonner comme ça. Voilà, on a un 568, on ne descendra pas beaucoup plus bas. Je fais remarquer que cette ligne-là, on peut la supprimer en supprimant le chemin de dessous. Voilà. Je suis tombée sur 546 points, je commence à être bien satisfaite. Mes points font 3 mm de longueur. La longueur entre la longueur du point de parcours, c'est celui qui circule là. 1,5, ça n'a pas de raison. 3 ou 2, c'est bien. Voilà, on est tombé à 531. On a réduit quand même d'un tiers le nombre de points. Outre la réduction, on va voir ce que ça change quand même très concrètement. Donc je vais faire là une simulation. Voilà. Avec les points d'aiguille. On se dépêche. Voilà. Donc, si on suit une ligne, alors malheureusement, on ne peut pas très bien le faire, quoique, on se rend compte que sur une ligne, on a un point minuscule là. Mais il existe 1, 2, 3, 4 points sur celle-ci. 1, 2, 3, 4. 1, alors 1, 2, 3,
4. On doit pouvoir avoir des lignes à 5 points. En tout cas, sur toutes ces lignes, on constate que les derniers points sont très courts. Ou je vous entends me dire que la canette ressort. Le fil de canette sort. Alors, il faut savoir que si on a 0,25 mm là, on utilise une aiguille de, allez, on va dire 0,80. Donc, ça veut dire que on plante une aiguille de 0,80 ici. Ça fait 0,40 de rayon. Donc, elle déborde. Elle ouvre un trou. On arrive ici avec encore un trou à 0,40. Les bords du tissu s'ouvrent, s'abîment, et au bout d'un moment, ils sont tellement ouverts que le fil de canette, aussi tendu qu'il soit, remonte. Il n'est plus maintenu sous le tissu. Donc on a intérêt, sur des formes étroites, à limiter toutes ces bordures-là. Et une façon de les limiter, c'est de travailler pour que les points soient alignés dans le sens des formes. Le sens des formes, comment est-ce qu'on va pouvoir l'estimer? Vous avez vu, j'y suis allée petit à petit, j'ai essayé de faire ça un peu de façon pifométrique, mais j'ai un outil. Mon outil, pardon, le voilà. C'est un outil de mesure. Je voudrais mesurer cet angle-là. Eh bien, écoutez, il est parfaitement mesuré, il est à 56 degrés, à peu près. Hein. C'est-à-dire que si on est entre, allez, voilà, là, entre 62 et on va dire 53, 54, on aura des points alignés dans le sens de la forme. Et rien que ce petit outil-là, juste avant le paramétrage, peut vous aider à optimiser ce paramétrage. Je continue sur ces trois formes-là, qui sont trois formes de remplissage un peu nouvelles, enfin qui sont arrivées avec la version 2.2. On va directement passer en mode simulation. C'est le remplissage suivant contour. Hop. On se dépêche. Voilà, je les ai fait plus ou moins serrés. J'ai toujours mon décalage à 4. Ça donne des choses assez sympathiques. On peut régler la façon dont seront finies les bordures. J'ai pas trouvé ça très convaincant. Peut-être est-ce que ça l'est sur d'autres formes. Et je vais vous proposer une petite modification sur le dernier, là. Parce qu'on a aussi quelques paramétrages possibles. Donc, CTRL-SHIFT-P. Sur le dernier, au lieu d'une spirale unique part de l'extérieur, retourne vers l'intérieur. Et ça peut être gênant quand on veut éviter justement des sauts de fil. On peut obtenir ce type de remplissage selon contour, avec une entrée et une sortie au même endroit. C'est l'utilisation de la double spirale. On rentre d'un côté et on repart de façon à ressortir au même endroit. Ça peut être pratique. On passe au remplissage, au type de remplissage suivant, que je trouve très esthétique, que j'aime beaucoup. Ce sont ces trois formes-là. Alors ces trois formes-là, ce sont toujours les mêmes rectangles, avec une ligne particulière qui a un symbole particulier, c'est une ligne guide. Cette ligne guide démarre au bord là, elle monte, on va même la prendre en forme, voilà. Ici j'ai un nœud dur, c'est-à-dire que les deux... C'est un nœud doux, c'est un nœud dans lequel les deux lignes sont bien alignées. Ce n'est pas le cas dans un nœud dur, je vous l'ai fait pour que vous voyez ce qui se passe dans ce cas-là. CTRL-SHIFT-L, je simule. Et puis, je mets rapidement mes petits points d'aiguille. Voilà. Alors, quand on a... Donc là, j'avais la ligne hop, qui s'en allait tranquillement. Ici, nœud dur. Clac! On voit la cassure du nœud dur. Et puis, je repasse ici
dans un mode de remplissage automatique. Tout ça pour vous dire que la ligne guide, ça fonctionne très bien, à condition de ne pas avoir des changements de direction trop forts, à condition donc de ne pas utiliser de nœuds durs, et à condition aussi d'avoir des guides qui débordent très largement. Le guide ne sera pas brodé, il n'y a pas de souci, il peut largement déborder. Et il doit largement déborder. Donc je le prends, j'adoucis ce nœud déjà. Voilà. Je sors mon guide largement. Voilà. Et je recommence. Hop. Voilà. Et je reprends la simulation. Alors ça permet d'animer un petit peu nos broderies. Donner un peu de sensibilité, moins de raideur. Ça fait moins coloriage. Voilà, donc ici on voit qu'on a des jolis arrondis un petit peu partout. Et puis on va jusqu'au bout. Et la broderie s'exécute quasiment de chaque côté de la ligne guide. On a un petit effet de symétrie qui est assez joli, ma foi. Donc je fais une grande consommation de la ligne guide, pour ce qui me concerne. Et ça permet des broderies plus légères. Ça permet aussi d'avoir une sous-couche ou pas, parce que comme les points sont orientés dans plusieurs directions de l'espace, on n'a pas un tiraillement sur des lignes, mais répartis sur plusieurs directions. On peut, dans certains cas, sur des surfaces pas trop immenses, se passer de la sous-couche. Je continue avec... on a aussi intérêt, pour s'y retrouver ensuite dans tous ces chemins, d'abord à nommer les groupes, guidage. Pof. On a intérêt à bien donner un nom à la ligne guide qu'on obtient en la sélectionnant et en demandant dans le menu des éditions à sélectionner la ligne vers une ligne guide. On crée surtout un groupe dans lequel on range le guide et toutes les surfaces qui doivent être guidées par ce guide-là. On peut avoir une série de guides différents. Dans ce cas, on fait un groupe pour chaque guide et ses formes guidées. Je vous présente maintenant les textures. Alors, les textures, de la même façon que le guidage, ça nécessite des lignes particulières qui sont les lignes de texture. Donc, je vous les ai nommées. La ligne de texture a un marqueur particulier, comme la ligne guide en avait un. Ce marqueur fait que cette ligne est ignorée en broderie pure. C'est un élément qui sert à broder, mais ça n'est pas un élément brodé. Donc je prends ces deux groupes-là, dans lesquels j'ai des textures. 1, 2, est-ce que c'est les bons? Oui, amusons ça. Non, il ne s'agit pas des bons. Ce groupe et ce groupe-là. Voilà. Je vais rapidement, CTRL SHIFT L, en simulation. Les points d'aiguille, tellement pratique. Voilà, on voit que chaque fois où la ligne de texture rencontre la surface, on a un point de piqûre supplémentaire. Les textures introduisent, quand elles sont sous forme de ligne, des points supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir les 3 mm, on a un point qui fait peut-être 2,8 et l'autre 0,2. Sur une oblique, ça marche encore bien. Mais dès que la ligne de texture va se rapprocher de l'horizontale, on va voir qu'elle n'apparaît plus. Je vais me dispenser de vous le montrer parce qu'on est pressé. Je préfère vous montrer le réalisme de ces points-là. On voit bien ici qu'on aura des points minuscules.
au moment où on accroche la ligne de texture. Et ici, c'est pareil. On se retrouve autour de la ligne de texture avec des points minuscules. Ça, c'est ce qui se passe avec les lignes. Donc on peut avoir des lignes comme celle-ci, ce M par exemple. Il a été obtenu à partir d'un M qui était une lettre d'Inkscape, pardon, pas d'Inkscape justement, que j'ai converti en chemin et que j'ai demandé à convertir ensuite en texture. Donc là, on a un M qui se dessine parfaitement. On va plutôt parler de ces deux-là pour l'instant. Celui-ci et celui-ci. Pourquoi est-ce que mes guidages, j'en veux plus? Allez, celui-ci et celui-ci. Ok. Donc ici, non. Pardon. Ici, on a un M sans contour. Voilà, je le clique. Ce M-là, il a été dessiné avec un fond et sans contour. Celui-ci, il a été dessiné avec un fond et avec un contour. On va voir le rendu. Donc, et puis, voilà. Et puis, chacun est dans un groupe avec sa texture. Les groupes sont très importants, sinon on n'arrive à rien. Hop. Donc là, je simule. Donc celui de gauche. Alors, les points d'aiguille. Je vous rappelle que celui de gauche a une surface et pas de contour. Ce sont les mêmes. Sauf que là, nous n'avons pas de contour. Et là, nous en avons un. Je vous disais tout à l'heure que le contour ajoute des points d'aiguille. À l'opposé, la surface retranche des points d'aiguille. Et elle en retranche tellement qu'on se trouve parfois dans des situations, là on le voit bien, où on a des points. Là, on a un immense point. Hein? Alors, il faut se méfier parce que les points de 12 mm sont ignorés par les brodeuses, par la plupart des brodeuses, d'une part. Et d'autre part, ces grands points-là sont des points de fragilité pour la broderie, avec des grands jetés qui s'accrochent et qui font des broderies qui ne résistent pas bien. Voilà, on voit ici ce grand jeté dont je vous parlais, et puis ça manque de lisibilité également. On peut combiner des textures avec des remplissages guidés. On pourrait combiner aussi, on peut combiner des textures avec des remplissages en spirale, selon contour. Un dernier point, avant de vous quitter justement. On va partir de celui du départ et on va rapidement voir les paramètres de remplissage. Alors, je ne vous ai pas détaillé ça. J'ai parlé de l'espace interrangé, 0,35 mm. Ça veut dire que vous avez à peu près 3 rangées de points par millimètre. La longueur de pointe, 3 mm, on ne descend pas au-dessous, on peut aller au-dessus. Si on veut une broderie assez souple au toucher, on a intérêt à aller au-dessus, jusqu'à 4 mm. La compensation d'étirement, je vous en parle dans 2 minutes. La longueur de pointe entre les sections, je l'ai évoqué. C'est la longueur de ces points qui font une tour pour aller d'une zone à l'autre. Le décalage des rangées, j'en ai parlé. Allons à la sous-couche et activons-la. Si je l'active sans souci particulier, sans précaution, j'ai une sous-couche qui est 3 fois plus large que la couche du dessus. C'est bon, on aime, on n'aime pas. Si on n'est pas content, on peut modifier l'espace entre les rangées. On peut également, donc là, si j'ai mis 1 mm, oui, ce qui correspondait à ce qu'on avait, 2 mm. Voilà, c'est beaucoup plus large. On peut enlever le chemin du dessous. Alors après ça, il faut s'accommoder des tissus qu'on a. Et il faut faire des tests. L'angle de remplissage. Par défaut, l'angle de remplissage est à 90 degrés de l'angle de la couche du dessus. On peut modifier ça. Et on peut aussi demander à avoir plusieurs angles de remplissage pour la sous-couche.
Et on peut continuer. Ça peut servir quand on fait du FSL. Longueur de point, si on ne dit rien, elle est à la même longueur que le dessus. Je reviens, puisque là on a clairement une sous-couche au point de remplissage. On va parler de cette fameuse compensation d'étirement. La broderie, ça déforme le tissu. Alors, pour éviter la déformation, on demande artificiellement à agrandir les dimensions. Mettons 0,3. La sous-couche se fait normalement. Par contre, la couche du dessus se fait en débordant légèrement. Et si on a des surfaces contiguës, elles vont toutes déborder très légèrement les unes sur les autres. Et ça va contribuer au fait qu'on n'ait pas de trou entre les zones d'une broderie. Voilà pour les remplissages. Merci pour votre attention.